Tarek Obrou est mon invité, pessimiste de raison, il le dit lui-même, et optimiste de volonté dans l'action. Il œuvre depuis des années à l'adaptation de l'islam, sa religion, dans une France devenue désormais son pays. On va voir avec lui ce qu'il en est réellement. Entre l'islam, les musulmans donc et la France, la situation s'est aggravée ou au contraire, il y a selon vous une amélioration, en tout cas matière à envisager une amélioration? Étant un homme de foi, je garde toujours le principe d'espérance. Je ne crois pas que le mal est radical et que la crise est permanente. Nous vivons un moment de mutation historique, de changement presque tectonique sociétal qui crée des séismes dans les identités. Donc c'est un moment de transition qui inaugure une entrée dans une phase plus stable. Ces moments de violence, ce n'est pas le début d'une époque, mais la fin d'une époque. Voilà. Pour moi, ce qui se passe en termes de terrorisme, de violence, c'est la violence de la bête qui souffre de l'agonie. C'est la fin d'une époque. Alors, qui est cette bête qui souffre de l'agonie? C'est un monde musulman qui habite très mal le monde actuel. Où le monde occidental a perturbé, d'une certaine manière, par une intervention depuis le 19e siècle, une sécularisation sauvage que le monde musulman a subie, donc il n'a pas pu continuer sa modernité à partir de sa propre histoire, ni pouvoir entrer dans l'histoire de l'Occident. Donc il est resté dans cette double rupture par rapport à sa propre histoire et par rapport à l'histoire de la civilisation désormais occidentale qui gouverne et qui domine le monde en termes de production, de philosophie politique, des libertés, de l'égalité, etc. Et donc toute cette perturbation géopolitique mondiale dont souffre le monde musulman se répercute sur notre société, puisque nous sommes devenus, heureusement, malheureusement, comme moi, ça dépend, dans des sociétés mondes, où il y a l'intrication des cultures, des religions. Cette disposition d'intrication est favorisée par le virtuel et par des moyens de plus en plus sophistiqués de déplacement, des moyens de transport qui permettent justement le déplacement des populations par le virtuel ou bien par le déplacement physique, l'immigration, etc. Donc, effectivement, cette violence, sans parler de la géopolitique qui crée de la violence, on voit la guerre en Irak, etc., le djihad d'Afghanistan qu'on a encouragé à une certaine époque pour affaiblir le bloc de l'URSS. Donc, l'Occident, d'une certaine manière, a contribué à l'instrumentalisation de ce djihad. Donc, il y a une création de ce monstre en collaboration avec des pays musulmans de la région. On a créé un monstre qu'on n'arrive plus à dompter. Mais je ne pense pas que cette situation va durer. Je peux me tromper. Maintenant, il faut faire ce que j'appelle la théologie de préventive. Donc, de telles situations où il y a une tentation de violence qui traverse un petit peu notre monde, comment développer un discours de la religion qui mette à l'abri l'instrumentalisation de la religion dans une guerre qui n'est pas la sienne. Ce que j'appelle la géothéologie, comment circulent les religions dans le monde et qui peuvent être des facteurs de catalyse de conflits. Donc il faut penser global pour mieux agir local. La France est dans le monde désormais. On n'est plus dans des clôtures identitaires. Donc il faut avoir quand même une vision de notre monde assez globale pour pouvoir justement préparer un produit théologique qui permet aux musulmans d'être en phase avec la société française sans perturber l'équilibre laïque de la société. Donc c'est un dosage, c'est une réflexion. Bien sûr, le domaine de la pensée c'est une chose, mais le domaine de la réalité c'en est une autre. Mais ce travail théologien et intellectuel doit être fait en tout cas. Maintenant, c'est le travail du docteur de la loi, le théologien que je suis. Maintenant, entre ce travail intellectuel obligatoire, je fais mon devoir de penser ma religion ici maintenant, il doit être fait. Peut-être pour aujourd'hui, peut-être pour demain, mais en tout cas, il doit être fait pour les nouvelles générations. Maintenant, je reste confiant quant à la valeur de la République. La France, de par son histoire, elle a toujours
pu surmonter les difficultés. En tant que citoyen, j'aimerais bien voir la France sûre de ses valeurs. Or, malheureusement, beaucoup de politiques donnent l'impression que la France vacille, doute d'elle-même, fragile, vulnérable. Et moi, cette perception ne me convient pas en tant que Français. Vous savez ce que m'inspire ce que vous dites, Tarek Obroux? J'ai le sentiment que vous êtes d'une certaine manière détenteur d'un certain nombre de solutions, et en même temps, j'ai le sentiment que il y a une espèce de bruit tel au sein des populations musulmanes dans ce pays que votre discours a du mal à se frayer un chemin. Alors c'est peut-être juste une impression extérieure, et comme je voudrais pas qu'on reste juste sur des préjugés négatifs, vous œuvrez depuis maintenant un certain nombre d'années. Pourriez-vous nous parler un petit peu des expériences heureuses que vous avez pu mener avec l'autre, avec celui qui est différent, et qui nous laisserait entendre que, eh bien, la voie vers quelque chose de mieux est en train de se tracer? J'ai constaté que les Français, majoritairement, sont crédules. Il n'y a pas de méfiance, mais ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Malheureusement, ils n'ont pas des interlocuteurs musulmans qui sont capables d'expliquer les choses. Il y a l'islam sociologique, mais l'islam théologique. Et le commun des mortels et le français moyen, même s'il est universitaire ou un homme politique, eh bien, il n'a pas les moyens de distinguer entre l'islam en tant que théologie qui a pu produire une civilisation, faudrait peut-être le rappeler, et le fait sociologique de cette présence. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, il concentre trois réalités qui se superposent. Une réalité sociale, une réalité ethnique, et avec un petit vernis islamique. Et donc, comment distinguer ces trois réalités? Parce que quand on dit les musulmans, on renvoie à cette réalité. Les banlieues, il y a une géographie, il y a une situation sociale, parfois beaucoup de délinquance, etc. Ça, c'est une réalité. Bien sûr, il y a des gens qui ont réussi. Mais on parle toujours des choses qui ne marchent pas. Puis une réalité ethnique, parce que si l'islam, il est porté par une culture subsaharienne, maghrébine, et dans le Maghreb, il y a des nuances, marocains, algériens, berbères, arabes, et puis des Français de souche maintenant, qui, comme on dit, qui sont des musulmans. Et puis une réalité théologique, conditionnée par des mouvements islamistes, parce que c'est pas l'islam officiel qui structure cette communauté, c'est pas le malikisme, c'est pas le hanafisme, mais le tablir, le salafisme, les frères musulmans, une littérature, presque une idéologie de la théologie. Et effectivement, on est dans cette triple réalité. Mais où est-ce qu'il est l'islam de France? Aujourd'hui, il y a l'islam maghrébin, l'islam turc, l'islam subsaharien de France. C'est-à-dire, il y a toujours cette médiation culturelle et anthropologique comme accès à l'islamité en France. Dont il faudrait se débarrasser. Moi, je suis en train de penser l'islam sans médiation anthropologique. C'est-à-dire, s'il y a une culture, une anthropologie à prendre en considération, c'est l'anthropologie occidentale et la culture occidentale. Attention, quand on dit l'Occident, on a tout dit, on n'a rien dit. Parce que il y a des sous-strates de culture. Voilà, il y a plusieurs cultures en Occident, il y a plusieurs options. Et on parle de la culture française, qui est l'exception de l'exception. La France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne. L'identité française s'est construite d'ailleurs une fois contre les Anglais, une fois contre les Allemands. Il a toujours su garder cette singularité dans l'histoire. C'est le chantre de l'universel d'ailleurs. Donc on n'est pas dans n'importe quel contexte. Et beaucoup de musulmans ne le savent pas. Donc là, on est véritablement en train de toucher à un point qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus en avant dans d'autres discussions. Je voudrais juste qu'on termine avec deux petites questions, Tarek Obroux. Quand vous faites le bilan de tout ce que vous avez pu vivre et de tout ce que vous avez pu faire et de tout ce que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous avez des regrets? Oui, un homme bien constitué, il vit également avec des regrets. Lesquels, par exemple? S'embarquer dans des pratiques sans issue, dans une pensée sans issue, dont ma famille a payé le prix.
Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai des filles, j'ai une famille, etc. Donc on embarque également sa propre famille dans cet engagement. Donc de par mon statut, j'ai dû imposer parfois des choses à ma famille. Donc effectivement, il y a un petit sentiment de culpabilité. Et ça, dans votre famille, on le sait, vous l'avez partagé, Si vous on l'avez... parle de tout, Ouais. on parle de tout, bon, ils comprennent, etc. Non, il n'y a pas beaucoup de dégâts, et non, les enfants sont très épanouis, etc. Mais j'aurais pu les orienter autrement, j'aurais pu... J'étais trop discipliné à un moment donné dans les structures, dans la communauté. J'ai pris trop en considération à un moment donné l'état de la communauté, alors que j'ai pu m'extraire très tôt de cette logique communautariste, des structures, et d'être indiscipliné, un peu indiscipliné pour pouvoir justement oser, parce que j'avais beaucoup de convictions que je ne voulais pas exprimer en public. Et quand je les ai exprimées, j'ai été menacé même de mort. Donc voilà, j'ai pris du retard. Du retard, c'est un regret, ça, le retard que vous avez pris. Question, excusez-moi de vous taquiner à nouveau. Si c'était à refaire, si je pouvais vous renvoyer à vos 19 ans, vous réintégriez la confrérie des frères musulmans ou pas? Je ne crois pas. Vous ne le feriez pas? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que mais on peut pas refaire l'histoire parce que si ça vous était donné. Parce que oui, ça c'est de la fiction. Mais si j'ai le savoir que j'ai actuellement, et si j'avais le savoir divin de deviner que la structure n'est pas conforme à, bien sûr c'est normal. Je ne serais pas, mais ça c'est de la fiction. Alors après les regrets, un vœu, des vœux pour l'avenir. C'est de continuer ma quête mystique parce que c'est ça qui m'occupe en premier lieu. Je suis fasciné par le divin, tout est rentabilisé dans le sens de l'accès au mystère de Dieu à travers l'expérience économique, politique, sociologique, familiale, théologique, etc. Je ne perds jamais de vue ma vocation première, fidèle à cet instant de conversion, à l'âge de 19 ans, c'est de chercher Dieu à travers le monde. Voilà, je suis même tenté par une pulsion monastique. Et je résiste à cette tentation parce que, comme vous l'avez souligné au départ, je suis un peu sauvage de nature, réservé. Peut-être dans la fin de ma vie, je vais finir comme ça, parce que plus on vieillit, plus on renoue avec ses commencements. Écoutez, Tarek Obrou, merci d'avoir été mon invité. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'a mis l'eau à la bouche. Raison pour laquelle je lui proposerai d'être à nouveau mon invité pour développer plus en détail certains de ces préjugés qui, faut le dire, ont la peau dure. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt.